Et normalement, là, on est en live. Bonjour tout le monde. Alors, c'est un peu déconcertant parce que pour une fois, on va quitter Google Meet pour aller sur Livestorm. Ceux qui sont déjà connectés, bonjour Vanessa, comment vas-tu? Nous disent si le son est OK, si vous voyez bien, Aurélie, si vous me voyez bien. Alors, vous n'êtes pas là à côté de nous en webcam, mais cela dit, si certains veulent monter sur scène à la fin de l'atelier, je peux faire monter 25 personnes. Donc, si certains veulent prendre la parole et veulent partager un temps avec nous, il n'y a pas de problème. Sinon, on fait tout par écrit, comme d'hab. J'ai enlevé l'onglet questions, vous avez que l'onglet chat. Je pense qu'avec Aurélie, ce qu'on s'est dit, ce qui serait pas mal, c'est qu'on garde un côté très interactif. On n'est pas ultra nombreux, on va être une cinquantaine, je pense. Donc, pour ceux qui ont vraiment un intérêt sur le sujet, vous pouvez couper Aurélie, poser vos questions par écrit, et puis elle vous répondra en direct. Aurélie n'a pas forcément de présentation en partage, mais si jamais tu veux partager des éléments, tu pourras le faire en cours de route. Hein. Donc ça va vraiment être interactif. Voilà. Je veux bien, j'en profite aussi avant que tu commences, Aurélie. Est-ce que certains ont des soucis sur OF Connect pour se connecter au Slack, pour prendre un peu le fil de la communauté? Mettez-le moi dans le chat, comme ça après je prendrai un moment avec vous dans la journée si besoin pour vous refaire une petite formation. Bonjour Isabelle, bonjour Lisiane, bonjour Adeline. Donc il y a des gens de la Réunion aussi, Aurélie, qui sont là. Et puis moi, je veux bien aussi que vous nous disiez, parce que j'avoue que j'étais un peu étonnée, il y avait beaucoup d'inscrits. Je m'attendais pas à ça. Je veux bien que vous nous disiez dans le chat pourquoi le sujet vous a autant interpellé. Voilà, juste ça nous fait une petite intro comme ça aussi pour Aurélie. Même si toi, Aurélie, t'étais pas surprise qu'il y ait autant de gens, donc ça t'a pas étonné. Oui, il y a un petit néant sur le sujet en termes de neurodiversité en formation. Donc, je suis pas étonnée effectivement que le sujet interpelle. Ouais. Et puis, je vous rappelle aussi que Stéphanie nous fera un atelier la semaine prochaine sur l'indicateur 26 pour le handicap. Donc là, ça sera un atelier beaucoup plus large. Mais pour tous les référents handicap d'OF Connect, n'hésitez pas à vous y inscrire. Aurélie, je te laisse te présenter. Ouais. Et puis peut-être entamer avec la première question, qui est déjà la définition de la neurodiversité. D'abord, bonjour à tous et puis vraiment merci d'avoir été aussi nombreux en fait à répondre présent. Je suis effectivement pas trop surprise de l'engouement. Je vois passer vos messages là sur le chat. Je vais d'abord me présenter. Donc moi je suis Aurélie Fonta, je suis donc la fondatrice d'Elance Formation, qui est un cabinet de conseil et un organisme de formation spécialisé dans l'accompagnement vraiment des acteurs de la formation professionnelle. Donc que ce soit les organismes de formation ou les formateurs indépendant. Et je me suis installée il y a une grosse dizaine d'années, mais en réalité, ça fait 25 ans que je suis dans le milieu de la formation professionnelle. J'ai fait à peu près toutes les étapes en tant que formatrice, en tant que chargée de développement, responsable de centre, dirigeante, etc. Le sujet de la neurodiversité, il est arrivé, moi, dans ma vie, il y a 15 ans, par le biais de ma fille, qui était concernée par une des atypicités dont on parlera tout à l'heure. Et puis, ma deuxième fille, 3 ans plus tard, qui elle aussi était concernée. Donc là, j'ai commencé à beaucoup me documenter et inévitablement à me poser la question sur moi-même. Et donc voilà, aujourd'hui, c'est un sujet que j'affectionne particulièrement parce que d'abord parce que je suis concernée bien sûr, mais aussi parce que je me suis rendu compte et je vois passer des messages aussi par rapport à Calliope dans le chat. Je me suis rendu compte en tant qu'auditrice, parce que je suis aussi auditrice Calliope, je me suis rendu compte que sur l'indicateur 26, effectivement, on vient souvent pointer, ou en tout cas les réponses que je peux entendre moi des organismes de formation, c'est j'ai pas de situation de handicap, avec en tête vraiment la question du handicap moteur souvent, ou en tout cas des handicaps un petit peu plus visibles, en tout cas plus connus. Et souvent je viens à discuter avec les audités ou même avec les personnes que j'accompagne pour préparer leurs outils en disant attention, le handicap, il y a le handicap et puis il y a les situations handicapantes.
Et derrière ces situations handicapantes, il y a parfois des handicaps invisibles sur lesquels on n'a pas forcément une reconnaissance de travailleur handicapé. Mais pour autant, il y a un réel enjeu de venir chercher les personnes sur ce sujet parce que ça va conditionner aussi notre posture de formateur. Et du coup, je me suis dit, il faut s'atteler à ce sujet. J'ai regardé un petit peu ce qui se passait sur la toile, on va dire, et sur tout ce qui se passait aussi au niveau des écritures, des livres, de tout ce qui se passait sur la neurodiversité. Et très souvent, la neurodiversité, elle était abordée soit avec l'angle accompagnement des enfants au niveau scolaire ou neurodiversité dans l'entreprise, comment la valoriser, etc. Et je me suis rendu compte que finalement, il y avait un peu un néant sur la partie formation professionnelle et accompagnement des profils atypiques dans la formation professionnelle. Alors que, et j'attendrai de vous forcément vos témoignages, vos commentaires sur ce sujet, on se rend bien compte qu'on est confronté, parce que moi-même formatrice, je suis confrontée en fait à cette neurodiversité. Bon, j'y suis sensible, donc forcément je la repère et je l'accompagne depuis longtemps. Mais je me suis dit en fait, j'ai plein de collègues, j'ai plein de partenaires qui finalement sont pas sensibilisés à ce sujet, et donc il va falloir ouvrir un petit peu les fenêtres et les portes pour faire connaître un peu plus cette neurodiversité-là. Voilà. Et tu peux nous donner quelques chiffres, Aurélie, aussi sur enfin déjà, tu vas nous définir ce qu'est la neurodiversité, donc les différents exemples, et puis qu'est-ce que ça représente comme pourcentage de la population. Et il y a quand même, je pense, aussi beaucoup d'apprenants qui ne connaissent pas en fait cet handicap-là, pour eux, qui n'ont jamais été diagnostiqués. Donc toi, peut-être que tu le repères, mais tu vas pas commencer à établir des diagnostics pendant tes formations. Pas du tout, puis c'est pas notre rôle. C'est pas notre rôle, mais en même temps, tu fais bien de mettre le doigt sur ces diagnostics. Je mets un gros guillemet sur le mot diagnostic parce qu'il y a quand même des choses sur lesquelles, je me bats en fait contre les idées reçues que ces atypicités-là, ce ne sont pas des maladies, d'accord? On n'est pas malade ni mentaux ni quoi que ce soit. C'est juste des atypicités et des fonctionnements neurocognitifs qui sont un peu différents de ce qui est attendu en fait. Et souvent, effectivement, sur la population adulte, parce que là, tous autant que nous sommes aujourd'hui réunis, on est dans l'accompagnement des profils des personnes adultes, d'accord? Et c'est cette population-là, moi, qui m'intéressait, parce qu'on est souvent sur des diagnostics tardifs sur la population adulte, parce que d'abord, c'était pas pris en compte de la même manière il y a encore 20 ans ou 30 ans, et qu'il y en a beaucoup qui sont passés à travers les mailles du filet, avec pour autant des décalages, des difficultés qui étaient déjà là, c'est pas nouveau, mais il n'y avait pas forcément de mots et il n'y avait pas forcément oui, ok, une fois qu'on sait ça, qu'est-ce qu'on fait et comment on peut accompagner. Alors en termes de chiffres, en termes de volumétrie, c'est très compliqué de te donner une volumétrie. Ce qu'on peut dire en revanche, c'est que d'une manière générale, dans tous les profils atypiques dont on va parler ce matin, il faut savoir que ça représente entre 2 et 4-5% de la population, chaque atypicité confondue, en sachant que certaines personnes ont une double exceptionnalité. C'est pas rare, c'est même très courant, on commence tout juste, on entend parler de cette double atypicité. Mais en tout cas, il y a une vraie prise en compte aujourd'hui de ces profils-là. Mais je dis encore une fois, dans l'entreprise ou dans la scolarité, mais quid de OK, et nous en tant que formateurs, comment on fait pour adapter nos postures, quels outils on a à notre disposition pour accompagner ces profils. Alors, sur le côté diagnostic, Pascal, effectivement, même si nous, on est un peu armés pour repérer, moi, je sais que je repère ces profils-là. Mais pour autant, on n'est pas des psys, on n'est pas des neuropsys et c'est pas notre rôle. Par contre, notre rôle, c'est de permettre l'expression
de cette neurodiversité et demander, juste demander aux gens, est-ce qu'ils sont concernés? Et vous verrez que finalement, juste le fait de poser la question et de citer cette neurodiversité, ça permet à la parole de se libérer, en fait, et de s'autoriser à dire, oui, effectivement, moi, j'ai des problématiques. Alors, je pense aux problématiques 10, par exemple, qui sont les plus connus. Les troubles 10, les gens commencent à arriver à dire spontanément, mais c'est très rare. Par contre, si vous marquez clairement dans, par exemple, vos questionnaires de positionnement ou dans vos analyses de besoin, vous posez la question, ben, inévitablement, si la personne voit TSA ou 10 ou HPI ou autre, ben inévitablement, on va lever une soupape et on va donner une autorisation finalement à la personne. Donc voilà un petit peu pour le chemin qui a fait que j'avais envie qu'on discute de ce sujet-là. Et on peut demander, Aurélie, à ceux qui sont connectés sur le chat, si vous avez justement dans vos formations eu ces cas de personnes neuroatypiques et qui vous l'ont pas caché, hein, qui l'ont exprimé. Oui. Au moins se dire, est-ce que malgré tout, c'est peut-être plus courant que ce qu'on imagine. Et on n'en parle pas beaucoup entre nous, donc que ce soit effectivement demander en préambule de la formation ou demander par écrit, c'est peut-être plus simple de le faire d'abord par écrit, effectivement, que devant toute une salle de classe. Tout à fait. Okay, oui, effectivement, il y a Laura, TSA plusieurs fois. Alors, on va développer les acronymes, effectivement. Ouais. Alors, on va juste pour rentrer, on va rentrer dans le vif du sujet direct. Qu'est-ce qu'on entend par neurodiversité surtout, histoire qu'on soit tous d'accord sur le sujet qu'on va traiter ce matin. Donc, la neurodiversité, en fait, si vous voulez, c'est vraiment au même titre qu'il y a une biodiversité sur Terre, eh ben, il y a une neurodiversité, c'est-à-dire un ensemble de fonctionnements cognitifs qui sont dits atypiques ou hors normes. Alors, le côté hors norme, moi, me dérange particulièrement parce que où est-ce qu'on place la norme? C'est un sujet qui est largement débattable parce que ça dépend de la société dans laquelle on évolue, ça dépend de la sensibilité des uns et des autres. Donc, il y a trop de facteurs environnants pour arriver à cadrer ce qu'on appelle une normalité. Néanmoins, force est de constater que il y a quand même cette question de la neurodiversité qui est en plus une notion extrêmement récente. La neurodiversité, le terme neurodiversité, il est arrivé dans les années 90, donc c'est très très récent finalement. Et à l'époque, il ne concernait que la population touchée ou concernée par le trouble autistique. Et ça n'englobait que ces personnes-là dans les années 90. Et c'est que dans les années 2000, donc il y a une vingtaine d'années, que le terme neurodiversité s'est ouvert à d'autres fonctionnements neurocognitifs atypiques, tels que donc le HPI. Donc le HPI, c'est haut potentiel intellectuel. Le TSA, donc le trouble du spectre autistique. Le TDAH. Alors, pourquoi je dis les deux? Parce qu'en fait, il peut y avoir un trouble du déficit attentionnel avec ou sans le H, c'est-à-dire avec ou sans hyperactivité. Donc, vous avez le TDAH aussi qui rentre là-dedans et les troubles 10. Et dans les troubles 10, le plus connu, c'est la dyslexie, mais en réalité, il y en a plein d'autres. Il y en a au moins 7. Moi, j'en traite en général 6 parce que c'est ce qui impacte le plus dans nos formations. Mais voilà un peu ce qu'on englobe dans la neurodiversité. Certains, dans ce que j'ai pu lire, etc., englobent également d'autres choses dans la neurodiversité, comme l'hypersensibilité. Moi, je l'exclus pas l'hypersensibilité dans la neurodiversité, mais c'est plus une conséquence des fonctionnements neurocognitifs que je viens de vous citer qu'un fonctionnement neurocognitif vraiment particulier, même si effectivement, il est lié à une hyperconnexion ou une hypoconnexion sur certains autres sujets. Donc, voilà ce que je mets, moi, derrière le mot neurodiversité. Est-ce que vous avez des questions déjà par rapport à ces 4 grandes thématiques que je viens de vous citer? Mais il y a Karine qui était étonnée sur tes chiffres parce que, bon, elle me dit pour le trouble 10. C'est plutôt un élève sur 3.
Oui. Alors, sur le trouble école, hein, 10, on est plus autour des 20%, effectivement. Mais quand on ramène ça vraiment à la population active, ça fait tout de même baisser. Les 5%, on va être plutôt sur des personnes qui vont cumuler, par exemple, des troubles, en fait, hein, 10. Mais effectivement, sur le 10, on a un petit peu plus de pourcentage. Et donc, Aurélie, toi, tu as réfléchi à comment adapter tes formations. C'est ça un peu aussi le but de ton intervention pour s'adresser à ces publics qui aussi ont sans doute des façons d'apprendre différentes. On a tous des façons d'apprendre différentes, cela dit. Hein. Alors, c'est là où il faut être neuro atypique, mais tout à fait. Mais là, c'est là où il faut faire la différence entre les profils d'apprenants qu'on a l'habitude de dessiner entre guillemets en formation professionnelle, ou les profils d'apprentissage, qui est encore autre chose. On a les profils d'apprenants, on a les profils d'apprentissage, et puis au milieu de tout ça, on a cette neurodiversité qui va avoir des profils d'apprentissage et des profils d'apprenants bien qui correspondent, hein, ou qui vont se cumuler, mais qui vont avoir pour autant, qui vont vraiment avoir des besoins spécifiques. Alors l'idée, c'était pas de stigmatiser en fait cette neurodiversité, parce que moi je suis pas très fan de ça. Au contraire, même, je suis plus je suis pas pour l'inclusion, je suis pour l'inclusion parce que juste c'est normal en fait, et que on doit s'adapter dans nos démarches de formateurs, sans parler de handicap, sans parler de tout ça. Dans tous les cas, on doit, j'espère en tout cas, avoir cette appétence pour adapter nos contenus, nos postures, nos méthodes au profil des apprenants que l'on rencontre. Alors effectivement, tu parles des profils classiques, mais inévitablement, et je pense que les gens qui sont là aujourd'hui, et je sais qu'il y a une ou deux personnes qui l'a commenté sur LinkedIn, qui s'est trouvé en difficulté face à des profils atypiques, et ça s'anticipe. Alors pourquoi moi j'ai travaillé sur le sujet? Déjà parce que je suis une maman qui est concernée par ça, et donc j'ai forcément mis en place par des formations professionnelles des solutions pour mes enfants, et je me suis dit mais en fait je rencontre ces profils-là aussi dans mes formations, et je mets en place de manière naturelle toutes les choses que j'ai pu apprendre et mettre en application pour mes enfants, et il y en a quand même une grande partie qu'on peut transférer en formation professionnelle. Donc, c'est là où je me suis dit, bon, allez, on va traiter le sujet, parce qu'effectivement, ça impacte la posture. Il y a des façons d'accompagner les gens sans pointer forcément du doigt, mais juste rendre la formation agréable et favoriser la réussite du parcours, en fait. Juste ça, favoriser la réussite du parcours. Mais c'est un peu la question du handicap un petit peu plus globalement, hein, dans tous les cas. Mais c'est vrai que sur la neurodiversité, encore plus, parce qu'elle est très souvent invisible, voire invisible pour la personne elle-même. Alors, est-ce qu'on a des questions? Oui, il y a Sandrine qui me parle de conception universelle. Est-ce que ce terme te parle? Est-ce donc ce qu'on appelle la conception universelle? Alors, je veux bien qu'elle précise un petit peu, Sandrine, parce que je ne sais pas sur quoi elle rebondit avec ce terme-là. Il y avait une question d'Adeline, enfin plutôt une remarque. Ouais, sur les questionnaires de positionnement, c'est celle-ci? Oui. Alors, moi, ce que j'encourage, c'est que il faut pas faire de la neurodiversité ni un axe de différenciation, soit de positionnement, soit commercial, soit tout ça. C'est juste une bonne... c'est du bon sens pour moi de communiquer là-dessus sans forcément lever sa main en disant moi je suis pour la neurodiversité, etc. Moi, ce que j'encourage, c'est systématiquement déjà de communiquer, par exemple sur vos sites internet, de communiquer sur la sensibilité que vous pouvez avoir là-dessus. Enfin, votre organisme de formation, de quelle manière est-ce qu'il est sensible, concerné, etc. et qu'est-ce qu'il met en place. On peut, par exemple, mettre des chartes
des chartes de la neurodiversité, construire sa charte de la neurodiversité et l'afficher clairement sur son site pour dire que voilà, nous, on est en capacité d'accueillir les publics atypiques et en tout cas d'essayer de les accompagner au mieux. Ça, c'est la première chose que moi, j'encourage à faire. La deuxième chose que j'encourage à faire, c'est de poser la question au niveau de l'analyse du besoin. Alors là, je fais inévitablement un petit clin d'œil à notre ami Calliope, n'est-ce pas? Puisque dans l'indicateur 4 et dans l'indicateur 8, dans l'indicateur 4, on vous demande d'analyser le besoin des clients et dans l'indicateur 8, on vous demande de positionner les gens, là, vraiment les bénéficiaires. Alors, dans l'indicateur 4, on peut être confronté à l'analyse du besoin du client, qui n'est pas nécessairement le bénéficiaire. Mais peut-être que votre client est au courant ou pas de cette neurodiversité au sein de son entreprise et auquel cas, il faut poser la question, mais de manière absolument pas tabou, en disant, voilà, pensez-vous que dans les stagiaires que vous inscrivez là sur cette formation, il y a potentiellement des profils dits atypiques ou pas, ou concernés, connus, etc. Ça fait un premier niveau de c'est OK ou c'est pas OK, est-ce que c'est su dans l'entreprise ou pas. Si la réponse est non, je suis pas au courant, c'est pas grave. Vous avez toujours l'indicateur 8 pour essayer de libérer la parole. Moi, j'ai fait l'expérience à plusieurs reprises et ça fait inévitablement mouche, pas dans le sens où ça fait mouche, mais ça libère inévitablement la parole. C'est quand vous avez la personne avec vous et que vous permettez l'expression de cette diversité dans le questionnaire de positionnement, avec tout simplement une question avec des cases à cocher, ni plus ni moins, d'accord? Déjà, le fait de nommer cette neurodiversité, ça induit dans l'esprit de la personne qu'effectivement vous connaissez potentiellement. Donc, elle va facilement cocher cette case. Ou alors, au moment où vous faites l'entretien individuel, si vous en faites, vous pouvez revenir poser cette question-là et venir interroger sur si la personne effectivement a coché une case, là inévitablement vous appelez, vous prenez le temps de circonscrire en fait cette spécificité pour voir un petit peu depuis combien de temps la personne elle le sait, est-ce qu'elle a déjà eu des adaptations spécifiques, mais bref, ça c'est des démarches qu'on a de toute façon au niveau du handicap globalement, hein, on fait des entretiens de compensation pour voir un petit peu ce qu'on peut faire, comment on peut faire et comment on peut co-construire ensemble cet accompagnement. Et d'ailleurs, Aurélie, je sais qu'il y a pas mal de sous-traitants sur OF Connect. Si votre OF commanditaire ne fait pas ce travail-là, je pense que ça peut être aussi une bonne démarche d'en parler en tant que sous-traitant, de le mettre en avant, de le pousser auprès de votre OF commanditaire. Et même si lui le fait pas, peut-être qu'en tant qu'OF sous-traitant, de le faire aussi. Hein. Mais c'est bien, si chacun pousse le sujet, c'est forcément vertueux. Après, c'est vertueux et surtout, moi, j'ai vraiment coutume de dire que c'est juste du bon sens, en fait. Moi, j'imagine dans ce webinaire-là, on est quasiment tous formateurs. Donc, on a tous été confrontés à des actions de formation et on arrive, en tout cas, moi, je trouve ça fou d'arriver en formation sans avoir pris le pouls du groupe sur lequel on va intervenir. Parce qu'on se met nous-mêmes en danger, on se met en difficulté, on va dire, et on met le groupe en difficulté aussi. Donc effectivement, ne serait-ce même en tant que sous-traitant, j'encourage moi de toute façon, alors neurodiversité ou pas neurodiversité, prenez l'habitude en tant que sous-traitant de demander à votre donneur d'ordre de vous faire passer soit les comptes rendus des entretiens qu'il a pu faire ou le compte rendu en tout cas les questionnaires de positionnement ou de questionnaires préformatifs qu'ils envoient, mais juste parce que effectivement dès la conception, dès la réflexion sur comment on va faire cette formation, comment on va l'animer et la manière dont on va arriver, ne serait-ce que dans la salle, elle est c'est hyper important, neurodiversité ou pas, et neurodiversité a fortiori. Alors, je vois le chrono qui passe, il nous reste une bonne demi-heure. Alors, on va rentrer dans la deuxième partie du webinaire. Tu vas nous expliquer un petit peu, toi, qu'est-ce que tu as mis en place, un peu tes trucs et astuces. Alors, les trucs et astuces, ils sont nombreux. En fait, si vous voulez, il faut, pour moi, il y a
l'étape cruciale déjà, c'est d'informer les publics. Ça, c'est voilà. Si j'ai un conseil à vous donner, c'est en premier lieu d'informer le public en termes d'indicateur numéro 1 de Calliope, d'informer, de donner une information accessible sur votre capacité à accompagner cette neurodiversité. Donc déjà, commencez par informer votre public. Deuxième étape, donc vous pouvez aussi mettre la charte de neurodiversité si vous avez envie d'aller jusque-là. Deuxième étape, posez la question, permettez l'expression de la parole. Une fois que cette expression-là, elle est faite, co-construisez avec vos apprenants les choses qu'on va pouvoir mettre en place ou pas avec eux. Quelles sont alors, quand je dis les choses à mettre en place en termes de compensation, pour moi, il y a deux niveaux. Enfin, 3 niveaux. La première, c'est qu'il vous faut absolument connaître les traits, les contours, les caractéristiques de chacun de ces profils-là. D'accord? Une personne qui a un haut potentiel va pas se gérer de la même manière qu'une personne qui a un trouble autistique. Une personne qui a les deux ensemble, c'est encore une autre posture à avoir. Donc, la première chose à faire, pour moi, c'est déjà de vous informer et de vous former, mais en tout cas de vous sensibiliser aux caractéristiques de chacun de ces profils-là. Ça, c'est la première chose à faire. Une fois que vous avez compris comment ils fonctionnent, et dans leurs forces et dans leurs difficultés, parce qu'on a souvent tendance à traiter un sujet handicapant par le handicap. Or, un sujet qui est en lien avec un handicap ou en tout cas une difficulté, elle a son revers de médaille. Et ce qu'on n'a pas l'habitude de faire, et c'est dommage, c'est de voir l'autre côté de la médaille et de voir quelles sont leurs forces. Parce que si on connaît bien les forces de chacun de ces profils, alors on va venir s'appuyer sur ces forces-là pour lever ou compenser aussi certaines de leurs difficultés. Donc, première chose, bien connaître les caractéristiques de chacune de ces profils-là, chacun de ces profils-là, force et difficultés. Et après, c'est de voir quelles sont les postures. Il y a deux choses, les postures à adopter, les postures et les modalités pédagogiques, aussi les méthodes pédagogiques. Il y a des méthodes pédagogiques, par exemple, sur une pédagogie inversée, par exemple, sur un profil HPI, fonctionne très bien. À l'inverse, une pédagogie où l'apprenant va être vraiment acteur de sa formation, au centre de la formation, avec beaucoup de prise de parole, etc. Ben là, on va peut-être revoir sa copie si on a une personne avec un trouble autistique parce qu'on sait que ça va être compliqué au niveau de la communication. Donc, en fait, il faut essayer d'analyser. Une fois qu'on connaît bien ces caractéristiques-là, on va venir aménager sa posture, mais aussi la conception de nos supports. Par exemple, sur une personne qui a un trouble du déficit de l'attention, on sait qu'un effort soutenu, un effort mental soutenu sur une double consigne, ça passera pas. D'accord? Donc, il faut repenser sa pédagogie parfois, pas forcément tout revoir, tout changer dans son cours, dans son scénario pédagogique, mais on peut au moins réfléchir à une adaptation des supports, des exercices. Très bêtement, sur les troubles 10, par exemple, en fonction du trouble 10 qui est concerné, les questionnaires ou les quiz, etc., on va essayer de faire des quiz plutôt avec des questions courtes, des cases à cocher. On va éviter le passage à l'écrit au maximum, comme pour les personnes HPI ou par exemple, vous avez certains qui ont une grosse différence entre leur capacité cognitive, donc le cerveau qui va très 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 vite, mais la traduction motrice de la main est complètement décalée. Le cerveau va trop vite par rapport à la traduction manuelle. Ça, si on le sait pas et qu'on se retrouve avec une personne avec cette problématique-là et qu'on n'a pas interrogé ça, et inévitablement, on prend le risque de donner des exercices ou des supports ou des mises en situation qui peuvent mettre en difficulté.
Donc voilà voilà, moi c'est comme ça que je fonctionne, j'essaye de voir quelle posture je vais devoir adapter, à quoi il faut que je fasse attention dans mon animation, dans mes supports, dans mes évaluations et dans mon animation. Et ensuite, essayer de trouver les outils, parce qu'il y a plein d'outils possibles. Justement, tu peux nous en donner quelques-uns, Aurélie? Ouais, alors je vous en donne un. Alors, il y a Vanessa qui a partagé des bonnes ressources déjà. N'hésitez pas, pour ceux qui maîtrisent un peu le sujet, dans le chat, mettez-nous des liens, des ressources, parce que je pense que c'est un thème où il y a beaucoup à boire et à manger aussi. Donc, si tu as des choses plutôt fiables, et puis il y a toujours voilà, l'AGFIP aussi pour nous former. Quand il y a une reconnaissance RQTH, tu vois, quand il n'y a pas l'AGFIP, c'est compliqué. Même s'il y a de la ressource, par contre, au niveau informationnel, mais aller la solliciter, des fois, c'est un peu compliqué. Alors, je vais vous donner un exemple tout bête. J'en ai deux là. Je vais vous montrer parce que voilà, au moins c'est du vécu et c'est du vrai. Vous avez, par exemple, pour les personnes qui ont soit un TSA, donc un trouble du spectre autistique, ou un TDAH, c'est-à-dire des gens, alors le besoin à couvrir est le même, mais la raison pour laquelle on le couvre n'est pas la même. C'est ce besoin de bouger, de se balancer parfois, etc. Sur un trouble autistique, c'est ce qu'on appelle les stéréotypies, qui sont des mouvements du corps qui permettent de rester dans l'ici et maintenant et de se rassurer. D'accord. Sur un TDAH, on va avoir cette même problématique de mouvement, mais pas pour la même raison. C'est qu'on a vraiment besoin sur un TDAH d'avoir à décharger la tension physique et le besoin de bouger. Et ben par exemple, moi je vous ai dit que j'étais concernée. Moi je suis HPI et TSA. Donc j'ai par exemple dans mon bureau, j'ai un petit coussin de concentration, on appelle ça, qui se met tout simplement sur la chaise de la personne et qui permet d'avoir le corps nécessairement en mouvement, et ça permet de compenser parfois les problématiques d'un TSA ou les problématiques d'un TDAH. Autre petit truc, copyrighté. Ok, je vous le donne, mais c'est vraiment cadeau. C'est quelque chose que j'avais expérimenté sur mon petit garçon qui a un petit trouble de l'attention. Et du coup, j'ai ce que j'appelle moi le post-it bleu. C'est la méthode du post-it bleu qui permet en fait à la personne, par exemple avec un trouble du déficit attentionnel, d'avoir un espace circonscrit où on vient ramener la concentration. C'est tout bête, hein. Ça vous coûte rien du tout. Vous le posez, ou en tout cas vous vous entendez avec la personne. Vous faites rien, bien sûr, sans accord ou sans en avoir discuté. Mais ça fonctionne très bien parce que je l'ai testé sur mon fils, mais surtout après je l'ai testé aussi en formation avec une personne avec un trouble de l'attention. Et en fait, elle posait ce petit post-it sur sa table. Et quand elle sentait un décrochage ou sa pensée qui commençait à partir à gauche, à droite, en fait, visuellement, elle l'avait toujours dans l'angle de son œil. Et du coup, ça la ramenait inévitablement dans l'ici et maintenant, quitte même à le déplacer, à le mettre près d'elle, face à elle, dans ses mains, pour ramener cette concentration. C'est aussi un petit code que moi j'avais avec cette personne où discrètement des fois je discutais puis je prenais discrètement sur mon bureau et je commençais à continuer à faire mon cours, mais au lieu d'agiter mes mains sans rien, j'agitais mes mains avec ce post-it, et en fait inévitablement ça ramenait la personne avec le trouble attentionnel sur la formation. Et après bon il y a des adaptations vraiment pure sur la manière dont vous présentez vos cours, par exemple, où là il faut des fois un petit peu de travail d'ingénierie, par exemple de mind mapping. Je vous redonne un autre exemple. Le mind mapping sur certains de ces profils-là fonctionne très bien sur le profil HPI bien sûr, mais sur un profil TDAH aussi ça fonctionne très bien, puisque la pensée partant un petit peu dans cette éclatement-là, mais ça fonctionne très bien. Il faut être très visuel sur certains profils.
Donc voilà, ça c'est des exemples. Après, en termes d'outils, pour une personne par exemple qui a un trouble du spectre autistique, alors je vais juste ouvrir une parenthèse, Pascal, si tu m'autorises, sur le spectre autistique, parce que en formation professionnelle, on a souvent affaire plutôt à des personnes qui ont un trouble du spectre autistique sans déficit intellectuel. C'est celui-ci, en fait, qu'on va avoir, nous, le plus souvent, hein, parce que les personnes qui ont malheureusement des déficits intellectuels associés, on les a pas beaucoup forcément en formation professionnelle, encore que. Donc, moi, je suis vraiment dans alors ce qu'on appelait communément l'Asperger, un terme qui n'existe plus, et surtout qui avait une grosse idée reçue, parce que Asperger, dans l'esprit collectif, c'est la personne qui a un trouble du spectre autistique, mais qui a un HPI associé avec un espèce de génie, comme ça, un peu comme Rainman. Le terme a été supprimé. On peut plus. Ouais, le terme est dit. Ouais, ils ont retiré le terme du DSM-5, hein, qui est donc vraiment la base de toutes les symptômes, enfin les neuro. Je trouve plus mon terme. Tous les neuroatypiques. C'est vraiment la base en psychologie et en psychiatrie qui est utilisée. Et en fait, ils l'ont retiré. Le terme Asperger, alors simple déjà parce que c'était le nom de la personne qui avait découvert un petit peu ça et qui est en plus associé à une charge historique assez lourde, et donc ça a été retiré. Mais sans même parler du retrait de ce terme, même tant bien même qu'il serait encore en vigueur, il est mal compris en fait. Asperger dans l'esprit collectif, c'est vraiment la personne génie autiste, quoi. Alors que pas du tout. En fait, la personne Asperger, au sens où le DSM-5 l'entendait déjà avant, c'est une personne qui a des troubles du spectre autistique sans déficience intellectuelle. Sans déficience intellectuelle, ça ne veut pas dire avec un haut potentiel, ça veut juste dire qu'il n'y a pas de déficience intellectuelle associée. Donc, c'est forcément quelqu'un qui verbalise. Ça peut même être quelqu'un qui va vous regarder dans les yeux. Ça va même être quelqu'un qui va avoir des enfants, un travail, et pour qui tout va très bien se passer. Parce que le spectre autistique, il porte très bien son nom. C'est un spectre. Donc, entre la personne, donc l'autisme de Canard l'autisme de Canard, c'est vraiment l'autisme avec déficience intellectuelle, souvent en institut, etc. Et l'autre côté, je caricature volontairement Rayman, d'accord? En fait, entre ces deux extrémités, il y a plein d'autres personnes concernées et souvent qui camouflent en plus les traits autistiques. Et puis ça rejoint un peu, moi il me semblait aussi que la partie quotient intellectuel, c'était des tests qui étaient beaucoup moins faits aujourd'hui. Parce que finalement, il y a un peu l'imaginaire des gens surdoués, mais en fait l'intelligence elle est tellement multiple. Alors d'ailleurs, je vous encourage à regarder une vidéo que j'ai découvert il y a quelques mois d'un gars qui s'appelle PsychoQuack sur YouTube. Et qui a fait une vidéo sur le QI justement, qui est largement remis en question depuis très longtemps. Parce que en fait, les tests de QI à la base, ils étaient faits pour détecter les personnes qui avaient plutôt des problématiques de déficience intellectuelle. Ils n'étaient pas faits pour repérer les personnes avec des hauts potentiels. Aujourd'hui, il est un petit peu, il est largement rediscuté ce test parce que en réalité, il est si en plus il y a une double atypicité, genre un TSA, vous pouvez avoir un HPI avec un TSA, le HPI ne sera pas repéré, par exemple. Pas forcément. Et je sais de quoi je parle puisque moi j'ai passé 2 fois ce test. Donc, et 2 fois avec une variabilité dans la variabilité, parce que justement le trouble autistique implique aussi une variabilité une irrégularité aussi dans les compétences cognitives. Faut le savoir. Ça, si on le sait pas, on peut ne pas comprendre, par exemple, en formation, pourquoi un jour, cette personne, elle est hyper fulgurante, pertinente et que ça percute bien, et que le lendemain, une tâche, somme toute simple, puisse poser un problème. Eh ben, ça peut arriver sur certains profils, effectivement. Et donc, PsychoQuack
je trouve alors il faut aimer hein, sa façon de parler. Il est un petit peu, voilà, c'est un peu léger, mais ça définit, enfin son explication sur le quotient intellectuel est hyper intéressante parce que justement il explique que l'intelligence c'est pas que ça en fait, c'est pas qu'un QI. Et souvent on a tendance à confondre HPI et HQI. Donc HPI haut potentiel intellectuel et HQI haut quotient intellectuel. On peut être totalement neurotypique, d'accord, donc ce qu'on appelle normaux-pensant, c'est-à-dire qu'on a un fonctionnement cognitif normal, mais on a une surefficience hein, intellectuelle, voilà, on a une capacité intellectuelle un petit peu plus hors norme, mais pour autant, le câblage très spécifique de la personne HPI n'y est pas. Ouais. Donc, c'est quelqu'un qui va être surperformant, etc. Mais quand elle va rentrer chez elle, ça va s'arrêter, elle va passer à autre chose. Un HPI, quand le cerveau il tourne pas. Enfin, on décide pas en fait que quand là on rentre à la maison, il faut que ça s'arrête. Non, ça s'arrête jamais. On dort, les pensées sont très envahissantes, etc. Donc, il y a quand même des caractéristiques très particulières sur le HPI. D'où le débat actuel sur ce test de QI qui n'est pas, qui pour moi n'est pas représentatif de ce que peut être l'intelligence en fait. Moi, je veux bien, là, il est 12h12. Je suis le maître du temps à chaque fois, hein, donc m'en voulez pas, mais je sais que certains là sont en train de partir pour aller manger. Et puis toi aussi, je pense qu'Aurélie, tu dois avoir faim là. Tu as une matinée chargée. Pour ceux qui sont encore là, est-ce que vous voulez poser des questions précises sur des cas précis que vous avez rencontrés en formation ou même dans votre entourage, hein, parce que je pense que ce qu'on fait en tant que formateur, on peut l'appliquer dans sa vie personnelle avec ses collègues, donc c'est hyper intéressant. Et peut-être en attendant que les gens posent leurs questions, Aurélie, est-ce que tu avais d'autres choses que tu as pu tester qui marchent bien? Alors je pense aussi notamment à l'écrit, au support écrit, à la manière dont tu abordes peut-être les icebreakers. Enfin, il y a plein de choses pendant la formation peut-être que tu as pu tester. Alors, par exemple sur les temps d'accueil, alors un truc tout bête, mais vraiment tout bête. Si vous avez une personne avec un trouble de l'attention et que vous animez des formations en distanciel, Zoom ou autre, bon, c'est bête ce que je vais vous dire, mais on n'y pense pas. Mais déjà, évitez d'avoir un décor fond vert là que vous mettez. Certains, enfin, on le fait tous. Moi, j'en ai pas, mais on l'a tous fait d'avoir un décor off derrière. Et moi, je me rappelle m'être retrouvée en formation avec le magnifique pont de je sais plus quelle ville aux États-Unis, qui est somme toute absolument magnifique. Hein. Mais alors là, si vous avez un TDAH dans la salle, vous êtes sûr et certain que lui, il va prendre le pont et là, c'est mort, il est perdu. Donc voilà, c'est le genre de petits trucs. C'est bête et méchant, mais déjà pensez ça. Autre chose, il y a énormément d'outils de conception ou d'aide ou de support en fait qui existent. Alors je pourrais vous en citer plein, mais déjà sur par exemple sur des profils HPI, vous avez plein de sites qui donnent des cours souvent gratuits sur des thématiques X ou Y. Comme c'est des cerveaux qui aiment, hein, qui ont besoin de se nourrir régulièrement, c'est possible que en plus de votre formation, ils aient besoin d'aller encore plus loin. Et par exemple, donnez-leur ces liens-là vers ces plateformes d'apprentissage autonome. Après, sur des outils vraiment plus pragmatique sur les 10 par exemple, vous avez des outils comme est-ce que je l'ai là? Ouais. C'est tout bête, mais des fois il y a juste des crayons qui sont spécifiques pour les personnes qui ont une dyspraxie ou une dysorthographie, en tout cas qui ont des problématiques au niveau de l'écrit. Là, vous avez des crayons en fait ergonomiques qui existent. Donc, il existe des sites pour ça sur toutes les adaptations physiques qu'il peut y avoir, ou des pupitres inclinés aussi qui permettent de faciliter l'écriture. Puis après, vous avez des logiciels qui permettent une accessibilité aux personnes avec des 10 notamment, avec bien sûr des dactylos, des choses comme ça, mais sinon vous avez des stylos. Alors là, je peux pas vous en montrer, j'en ai pas, mais vous avez des stylos qui scannent. En fait, vous avez un support,
vous scannez, enfin vous avez le stylo, vous faites comme si vous bossez le texte et en fait le stylo vous lit ce que vous surlignez. Ça c'est hyper intéressant pour une personne qui a une dyslexie par exemple. Je pense qu'on essaiera de faire. Alors, à chaque fois, je fais des promesses, mais j'espère que là, on va tenter quand même de faire un petit recueil avec ces outils. Il y a Vanessa qui a partagé aussi d'autres ressources. Donc, merci à vous. Je vais les noter et on va les rassembler après sur le Slack. Voilà, c'est toujours bien, je pense, de regarder, ne serait-ce que pour s'intéresser à la question, pas forcément parce qu'on a un cas demain, mais c'est toujours bien de le faire. Pour la veille, je reprends. Toi qui es auditrice, Aurélie, tu le sais. Oui, voilà, bien sûr. Continuer à se former aussi. Tout à fait. Okay. Donc là, je voyais par exemple des noms d'écriture, etc. Effectivement, ça c'est pareil. Hein. Il peut y avoir des écritures qui sont spécifiques ou en tout cas qui facilitent la lecture d'une personne avec une dyslexie. Après, ce sur quoi j'aimerais vraiment alerter, Pascal, si tu me permets, c'est de vraiment soit vous vous formez, soit vous vous sensibilisez, soit vous faites de la veille sur ces sujets-là. Faites bien le ménage dans tout ce que vous voyez et faites très très attention, s'il vous plaît, aux idées reçues parce que c'est quand même un sujet qui est assez calvant en poupe en fait, avec tout ce que ça implique derrière, de bon et de mauvais. Donc, faites attention à tout ce que vous lisez, faites attention aux idées reçues, notamment, par exemple, sur les personnes HPI. On a tendance à croire que c'est des personnes hyper intelligentes, qui ne vont pas avoir besoin de notre aide, etc. Oui, mais sauf qu'en attendant, force est de constater qu'on a 2 enfants sur 3 qui sont en échec scolaire quand même, avec des HPI. Et quand moi j'ai quand j'ai passé le test et que je l'ai passé juste parce que mes enfants étaient concernés et que la psy a commencé à pointer du doigt ce sujet sur moi, la première réaction que j'ai eue, ça a été « ouais, c'est ça. Alors, si j'étais HPI, ça se saurait ». Et en fait, si vous interrogez la majorité des HPI vont vous répondre la même chose. Parce qu'en fait, il y a des difficultés associées qui font que non, on est loin d'être plus intelligent que la norme. La seule chose, c'est qu'on a un cerveau avec des tuyaux plus larges, donc plus d'informations à passer, avec ce que ça implique de bon et de moins bon, parce que ça c'est too much des fois. Et puis surtout, on a plus de tuyaux. Donc, les deux associés, forcément, on acquiert une espèce de rapidité et une espèce de facilité dans l'assimilation, dans la mémorisation, etc. Mais ça fait pas du tout de ces gens-là des gens plus intelligents. Et donc, c'est même souvent des gens qui vont avoir besoin plus d'aide qu'autre chose. Donc voilà, ça, c'est vraiment le message que je voulais passer, c'est de faire attention aux idées reçues. Soyez vraiment vigilants par rapport à ça et puis renseignez-vous, apprenez en fait. C'est vraiment un thème, je trouve, où entre la formation pro-adulte et puis l'éducation nationale qui croise des profils d'enfants avec ces difficultés tous les jours, il n'y a pas assez de passerelles. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais chaque univers est cloisonné, alors que vraiment, il y aurait beaucoup à faire, à échanger sur les pratiques, en fait. Mais inévitablement, parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en fait, on ne devient pas HPI, d'accord? Ou on ne devient pas autiste. On ne devient pas tout d'un coup avec un trouble 10. Ça ne nous tombe pas dessus à l'âge adulte, d'accord? En réalité, c'est souvent des personnes elles sont nées avec ces atypicités-là. Elles se sont débattues, pour ne pas dire démerdées, clairement, comme elles ont pu pendant toute leur scolarité, avec souvent des scolarités très compliquées, et qui arrivent à l'âge adulte avec ce bagage-là aussi. Et c'est vrai que si tout d'un coup, dans la formation professionnelle, dans cette approche de l'apprentissage qui a été une horreur pour beaucoup, si tout d'un coup on ouvre la parole et qu'on dit « Attends, mais moi, on va trouver des solutions », vous verrez les épaules, moi je l'ai vécu en formation, les épaules qui se baissent et qui se disent « Ah mais tu comprends ?» Bien sûr que je comprends, puis on va trouver des solutions.
Et puis j'ai presque envie de dire, moi j'avais pas mal de formateurs qui me disaient qu'ils ont fait ce métier parce que justement à l'école ils ont jamais été compris ou il y a toujours eu des difficultés. Alors je critique pas les profs, ils ont un métier difficile, mais c'est vrai que je pense que beaucoup de formateurs finalement par recherche de quelque chose qu'ils n'ont pas eu peut-être plus jeunes, bah, font ce métier, ils le font super bien. Donc, Oui, avec une vraie volonté d'adaptation. Après, à la décharge, voilà, des personnes de l'éducation nationale, pour en avoir eu en formation et largement débattu sur le sujet, c'est aussi des personnes finalement qui sont pas formées. C'est-à-dire que le sujet doit faire évidence, hein, on est d'accord, à l'école, ça doit faire évidence, mais en réalité, même les jeunes maîtresses, hein, là, aujourd'hui, ne sont pas formées au sujet. Ouais, c'est incroyable. Forcément, ça va pas. Forcément. Et puis après, voilà, il y a eu aussi malheureusement, le contre-coup de tout cet effet un peu Barnum là qu'il y a eu avec voilà, toute la communication qu'il y a eu sur ces profils atypiques, qui a largement desservi aussi le sujet. Ouais. Bah oui. Ça a créé un marché, quoi. Ça crée un marché, mais c'est surtout, ça crée, à partir du moment où on a une neurodiversité, on a une neuroatypie, on n'ose pas trop le dire parce que on a trop peur de dire oui, bon, de toute façon, tout le monde est HPI aujourd'hui, ou tout le monde est autiste, ou tout le monde est. Et en fait, ce que les gens comprennent pas, c'est que c'est loin d'être un choix de vie, en fait, c'est loin d'être d'un choix d'étiquette, c'est des vraies difficultés au quotidien. Et que malheureusement, on fait aussi les frais de cette surcommunication cette surcommunication, et en plus cette communication parfois fausse en fait, ou faussée, avec beaucoup d'idées reçues, quoi. Donc voilà, il faut. C'était bien d'en parler. C'était bien d'en parler aujourd'hui. Je pense que, en tout cas, ils t'ont repéré maintenant, Aurélie. Tu es sur le Slack. Tu es sur LinkedIn aussi. Hein, tu as un profil sur LinkedIn. On va vous le repartager. Donc, pour ceux qui ont envie de poursuivre les échanges, on peut refaire des ateliers. On peut refaire des ateliers plus précis sur des thématiques avec des outils, avec des choses plus pratiques aussi. On partage d'expériences. Et puis toi, Aurélie, tu vas développer une formation aussi en ce sens-là. Ça y est, elle est là, elle est dans les rails de la plateforme e-learning de Digiforma là j'ouvrirai les accès de cette formation le 1er juillet. Et on abordera effectivement tous ces sujets, les caractéristiques, les forces, les faiblesses, et les postures, les outils, voilà. Et tu nous la partageras quand ça sera le cas. Et puis si certains pareil ont eu des cas ou même par rapport à leur audit aussi se posent des questions, n'hésitez pas, le Slack est ouvert. J'en profite, Aurélie, parce que en tant qu'auditrice, je sais que tu aimes bien quand on fait des conseils aussi dans la communauté. On a Hélène qui va vous proposer une session questions-réponses Calliope la semaine prochaine. Donc vous connaissez un peu Hélène maintenant. Il y a un document partagé à remplir. Elle essaiera de répondre au maximum de questions, voilà. Et puis, pour ceux qui passent leurs audits en juin et en juillet, t'as beaucoup d'audits, toi, Aurélie? Là, cet été. Là, en fait, j'ai beaucoup d'accompagnement et de formation sur le sujet. Du coup, j'ai plus trop de temps. J'en fais encore. J'ai eu beaucoup d'audits de surveillance. Oui. Et là, on commence à voir surtout arriver les audits des formateurs qui sont en sous-traitance. Oui. Ça a été la grosse vague. Là, juin, ça commence à se calmer un petit peu. C'est beaucoup d'audits de surveillance maintenant qui vont arriver là sur juin et juillet. Okay. Mais voilà, ouais. Bon, on continue. Merci pour le temps que tu nous as consacré. Merci à vous. Pour ceux qui étaient là. C'était très chouette. Ça a bien marché. On n'a pas eu de souci de technique. De connexion. Merci beaucoup. N'hésitez pas à poser des questions. Voilà. Et puis, on se retrouve sur le canal peut-être référent handicap. Je mettrai le replay aussi sur le Slack. Et puis, ceux qui étaient connectés, vous l'aurez automatiquement par mail. Voilà. Dans le Slack, Pascal, ils peuvent me poser aussi des questions directes. Il n'y a pas de souci. Je répondrai avec plaisir. Super. Merci beaucoup, Adeline. Merci, Vanessa, pour les apports aussi. Merci, Pascal. Merci à tous et bon appétit. À très bientôt. Bon appétit et bon après-midi. Au revoir.